Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de la radio publique africaine parlé en langue française de ce mercredi 7 janvier l'an 2026. Comme principales articulations, destruction par la police ce mercredi de maisons des réfugiés burundais de la zone 17 au Kandonduta en Tanzanie. Une opération qui révolte la coalition des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés. Le collectif des avocats pour la défense des victimes et des crimes de droit international commis au Burundi alerte sur un éventuel génocide au Burundi. Le CAVIB se réfère sur les propos tenus par le porte-parole des FARDC et ceux du secrétaire général du parti CNDD-FDD. Enfin, dans l'émission Au cœur de la société, nous revenons sur les déclarations du ministre burundais des Affaires étrangères par rapport au conflit en République démocratique du Congo. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, l'édition complète dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page réfugiés. La mesure du gouvernement tanzanien consistant à démolir les maisons des réfugiés burundais pour les obliger à rentrer de force au Burundi a été mise en œuvre au Kandonduta. Ce mercredi, les policiers ont entamé la destruction des habitations de la zone 17. Les réfugiés des autres zones ont été empêchés de s'approcher afin de ne pas pouvoir prendre des photos. Les détails avec David-Claude Bananaï. Ce matin, les policiers ont détruit les maisons des réfugiés du Kandonduta. Ils ont commencé dans la zone 17 au sein des villages situés à la périphérie du camp, puis sont entrés à l'intérieur de cette zone. Pendant cette opération, l'autorisation de récupérer leurs biens a été accordée seulement aux réfugiés déjà inscrits pour le retour au pays, indique notre source. Lors de la démolition, un réfugié qui s'est déjà fait inscrire a eu le temps de rassembler les tentes et les armoires pour qu'il ne soit pas abîmé. Mais pour celui qui ne s'est pas encore fait inscrire pour rentrer, on a tout écrasé. La même source précise que les réfugiés des autres zones ont été empêchés de s'approcher du lieu. Toute personne ayant tenté de prendre des images a été arrêtée par la police. J'ai appris qu'il y a une personne qui avait un téléphone et elle a été arrêtée. Personne n'est autorisé d'entrer pour s'enquérir de la situation. Les policiers sont là. Ils sont munis de gaz lacrymogène. Ils ont battu les personnes qui ont tenté de s'approcher. Un prénommé Octave a frappé des gens. Ces réfugiés burundais du camp d'Onduta sollicitent l'aide du HCR et de la communauté internationale. Nous demandons alors au HCR et à la communauté internationale de sortir de leur silence. Nous savons très bien qu'une fois retournés au Burundi, ils seront tués un à un. Je pense que cette pression cache quelque chose. Cette mesure de démolition des maisons des réfugiés burundais a été aussi appliquée au camp de Nyarugusu. Les maisons de deux zones de ce camp ont déjà été détruites. Merci à David-Claude Mbananayou. La coalition des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés CDH-Vicar dénonce énergiquement les mauvais traitements et persécutions infligés aux Burundais réfugiés en Tanzanie. Leurs maisons sont démolies dans le but d'un rapatriement forcé. Léopold Shalangabo, président de cette coalition, appelle le HCR à briser le silence pour résoudre la situation de ces réfugiés en les relocalisant vers un autre pays. Depuis 2017, la Tanzanie a multiplié les tentatives de rapatriement forcé des réfugiés burundais présents sur son territoire, mais c'est la première fois que nous assistons à des démolitions des maisons à une telle échelle. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est le comportement du HCR. Dans cette situation extrêmement grave, le HCR demeure silencieux. Auparavant, nous pouvions penser que le HCR n'avait pas assez d'informations, mais à l'analyse des faits, il apparaît carrément que certains de ces gens sont directement impliqués sur le terrain et participent à l'intimidation des réfugiés. Il est extrêmement dangereux de voir des enfants, des femmes et des personnes vulnérables contraints de rester sous la pluie, sans abri, à la suite de la destruction de leurs habitations. Tous sont exposés à de graves risques en cas de retour.
D'autant plus que des cas documentés font état de personnes rapatriées qui ont été tuées ou contraintes de fuir à nouveau. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement tanzanien de respecter les conventions internationales qu'il a signées et ratifiées, notamment le principe fondamental du rapatriement volontaire. Nous leur demandons d'arrêter immédiatement des démolitions des maisons des réfugiés. Si la Tanzanie estime ne plus pouvoir assumer son rôle de pays hôte, elle a le droit de le déclarer officiellement pour que ces réfugiés puissent être transférés dans les autres pays. Mais elle n'a aucun cas le droit de procéder à des rapatriements forcés. Nous appelons également l'OAC à sortir de son silence et à assumer pleinement son mandat qui consiste à être intermédiaire et impartial entre les réfugiés et les États hôtes. C'était Léopold Chalangabo, président de la coalition des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés CDH Vicar en sigle. La vie des réfugiés congolais au Burundi est menacée. Le manque d'abri, la famine et les maladies liées à l'insalubrité font partie des difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés. Cette situation difficile a déjà coûté la vie à certains d'entre eux. Notre confrère Balthazar Niburo s'est rendu à Busuma, sur le site de ce camp de réfugiés congolais, et nous décrit ce qu'il y a constaté. Le camp de réfugiés congolais se trouve au village de Busuma, dans la zone Bweru, commune Ruigi, province de Buhumuza. Ce site est entouré de 4 villages, Rutegama, Monge, Ruhuma et Nyangonga. Le camp occupe une superficie d'environ 52 hectares et accueille actuellement 66 000 réfugiés congolais. En arrivant sur place, on est frappé par une forte odeur. Les latrines sont saturées et le grand nombre de personnes ont leur utilisation difficile. Sur 52 hectares, il n'existe qu'un seul bloc sanitaire par zone, ce qui entraîne un débordement permanent. Cette situation crée un manque d'hygiène important et favorise la propagation de maladies liées à l'insalubrité. Par ailleurs, les réfugiés dorment à même le sol, souvent sur les pentes des collines supposées plus propres, sans tente ni couverture. Les plus vulnérables, notamment les enfants en page et les nourrissons, succombent parfois au froid et à la pluie, faute d'abri. À cette situation s'ajoute la famine qui sévit parmi ces réfugiés, conséquence de l'absence de nourriture suffisante. Au fil des jours, des colonnes de réfugiés se forment à perdre la vie, se dirigeant vers le village voisin à la recherche de quoi mettre sous la dent. Une situation qui inquiète beaucoup les habitants des environs, qui craignent que les maladies liées à l'insalubrité ne se propagent jusqu'à dans leur quartier. C'était un reportage signé Balthazar Mivouro. Cette situation sanitaire préoccupe beaucoup l'UNICEF. Dans un communiqué publié ce mardi 6 janvier, cette ONG indique que les capacités de prise en charge médicale sont largement insuffisantes alors qu'une épidémie de choléra est en cours. Le point avec Elvis Niomonge. Les services de santé à Busuma sont gravement surchargés selon l'UNICEF. Une seule clinique mobile assure chaque jour entre 1500 et 2000 consultations, principalement pour des cas de paludisme et de diarrhée sévère. L'UNICEF indique que les capacités de diagnostic sont limitées, tout comme le nombre de lits d'hospitalisation et les possibilités d'orientation vers des structures spécialisées. D'après l'UNICEF, cette situation s'inscrit dans un contexte d'épidémie de choléra en cours. Le dernier des comptes épidémiologiques communiqués par l'UNICEF en date du 29 décembre 2025 fait état de 12 cas recensés sur le site de Busuma. L'UNICEF précise avoir fourni 4 tentes destinées au centre de traitement du choléra ainsi que 7500 doses d'antibiotiques. Toutefois, l'organisation souligne que les besoins restent importants, notamment le renforcement des cliniques mobiles, la disponibilité de médicaments et de fournitures médicales essentielles, ainsi que le développement des services d'ambulance et de la surveillance des maladies. Toujours selon l'UNICEF, l'accès à l'eau potable est extrêmement insuffisant avec environ 1,6 litres par personne et par jour à Busuma, à niveau relativement inférieur aux normes humanitaires, ce qui favorise la propagation des maladies hydriques, dont le choléra. Sur le plan nutritionnel, l'UNICEF alerte sur des risques critiques pour les enfants de moins de 5 ans, ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes, et signale une hausse des admissions pour malnutrition aiguë sévère et indique que l'absence de fournitures pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée augmente le risque de détérioration rapide de l'état de santé. Merci à Elvis Niomonge. Une courte pause et puis nous poursuivons avec cette édition. RPI.
Le secrétaire exécutif de l'association de lutte contre le chômage et la torture, Ali Choto en sigle, déclare que sa sécurité est compromise. Il affirme faire objet de menaces répétées, y compris des tentatives d'atteinte à sa vie, qui ont heureusement échoué. Vianney Ndaïsaba précise que ces menaces seraient directement liées aux déclarations qu'il a récemment formulées devant le chef de l'État lors d'une rencontre publique du 26 décembre 2021 avec les médias et les citoyens tenus en commune Muramvya. Suivez plutôt Vianney Ndaïsaba. muri Lesotho uno munsi turafise ikibazo c'amamenasi n'ukugomba kwicwa kugomba kunyuruzwa. Au sein de la Lushoto, nous faisons face aujourd'hui à une situation extrêmement préoccupante de menaces graves contre notre sécurité. Ces menaces proviennent de personnes qui cherchent soit à nous tuer, soit à nous faire disparaître de force, en représailles à notre engagement pour la défense et la promotion des droits humains. Depuis que nous avons saisi le chef de l'État pour dénoncer l'existence de personnalités influentes au Burundi qui violent les droits des citoyens en se dissimulant derrière des simples citoyens, nous sommes devenus la cible de menaces répétées. Je reçois de nombreux appels téléphoniques anonymes visant à m'intimider et à me contraindre à renoncer à défendre les populations sous peine de mort. D'autres personnes cherchent à savoir mon identité et mon nom dans des groupes WhatsApp, suivent mes déplacements et viennent me photographier en public afin de signaler ma localisation. Le point culminant de ces menaces est survenu le dimanche 4 janvier 2026 vers 17h, lorsque j'ai été victime d'une tentative d'enlèvement. Alors que j'étais assis avec d'autres personnes dans un lieu public, un individu en tenue civile armé d'un pistolet est arrivé sur les lieux. Il tournait autour de nous tout en téléphonant à plusieurs reprises, informant ses interlocuteurs que l'homme de la Lushoto se trouvait à cet endroit. Peu après, un véhicule de police sans plaque d'immatriculation est arrivé avec à son bord 5 personnes et un chauffeur, tous vêtus d'uniforme de la police. Ils ont commencé à demander qui parmi nous était Vianney Ndaïsaba. Leur tentative a échoué uniquement grâce à l'intervention des personnes qui se trouvaient avec moi et qui ont réagi immédiatement, ce qui a contraint ces personnes à prendre la fuite. Le véhicule n'a pas pu être identifié car il ne portait aucune plaque d'immatriculation. Yamodoka yagumye hagaze hinda ikirakata direct iriruka aho kubera bw'imparati ntitwamenye yariyo. Le secrétaire exécutif d'Ali Choto indique toutefois avoir officiellement saisi les services compétents de sécurité afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour garantir sa protection. Encore une fois, Vianney Ndaïsaba, secrétaire exécutif d'Ali Choto. Nous portons à la connaissance du public que les services de l'État ont été régulièrement saisis en ce qui concerne notre sécurité qui était menacée, consécutive aux démarches que nous avons entreprises auprès de son Excellence le Président de la République à Muramvya. Nous ne saurions admettre qu'au sein d'un État de droit, des acteurs de la société civile puissent être exposés à des actes d'intimidation, de harcèlement et de menaces pour avoir exercé de manière légitime leur droit de dénoncer des violations des droits fondamentaux. Les faits à l'origine de ces représailles sont précisément ceux que nous avons soumis à l'attention des autorités. Des cas graves de spoliation des biens et des violations des droits des citoyens, au point que certains justiciables, bien qu'ayant obtenu gain de cause devant les juridictions compétentes, se voient empêchés de bénéficier de l'exécution effective des décisions judiciaires en raison de l'ingérence de personnes jouissant d'une influence indue sur le fonctionnement de la justice. Il est constant que toute prise de parole de la société civile sur ces violations est systématiquement suivie d'une recrudescence d'actes d'intimidation, notamment sous la forme d'appels téléphoniques anonymes à caractère menaçant. Le dossier relatif à Mme Tunuguru Jeanne constitue l'un des principaux motifs de ces pressions. Ce dossier n'a pas été porté par un seul individu. Il a également fait l'objet d'investigations par des émissaires de la présidence de la République, sans qu'à ce jour des mesures appropriées aient été prises pour y remédier. Dans cette affaire, il ressort des éléments recueillis qu'un groupe de personnes a été instrumentalisé afin de procéder à la spoliation de la parcelle appartenant à cette citoyenne. En conséquence, nous demandons que toutes les décisions rendues par les juridictions de la République soient exécutées conformément aux lois et règlements en vigueur, rappelant à cet égard qu'aucune personne ne saurait se placer au-dessus de la loi. Nous réaffirmons afin que ces actes d'intimidation et de pression
ne saurait en aucune manière nous dissuader de poursuivre notre action légitime en faveur de la défense des droits humains et de l'état de droit. C'était Vianney Daïsava, secrétaire exécutif de l'Association de lutte contre le chômage et la torture. En politique, le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes et de droit international commis au Burundi, Kavi Bansi, exprime de vives inquiétudes à la suite des récents propos haineux tenus par le porte-parole de l'armée de la République démocratique du Congo ainsi que ceux tenus par le président du parti CNDD-FDD. Maître Félix Nyonguru, président du CAVIB, alerte la communauté internationale sur l'existence d'indices laissant craindre un risque réel de génocide dans la région, en particulier au Burundi. Suivez à ce propos Félix Nyonguru, président du CAVIB. CAVIB exprime sa plus vive inquiétude suite aux propos à caractère génocidaire tenus récemment par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, visant la communauté Tutsi dans la région des Grands Lacs. Ces discours, prononcés dans un contexte régional déjà tendu, où le Burundi s'est engagé mutuellement aux côtés de FARDC dans la lutte contre les rebelles M23, constituent une incitation claire à la haine ethnique et à la violence. Le CAVIB rappelle que de tels propos, au regard du droit international, peuvent être constitutifs de crimes de haine et de préparation d'un génocide. Cette inquiétude est d'autant plus grande que des propos similaires ont été tenus publiquement par le président du parti CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi, lors d'une récente conférence de presse. Ce dernier a relayé des discours de haine à connotation ethnique, en écho à ceux du porte-parole de FARDC, ce qui démontre une coordination ou une itinérance dangereuse au sein des sphères officielles. Le CAVIB donc dénonce avec force cette déclaration inacceptable et dangereuse qui alimente un climat propice aux exactions à caractère ethnique. Le CAVIB alerte la communauté régionale, l'Union africaine et les Nations unies sur les signaux inquiétants d'un risque réel de génocide dans la région et plus particulièrement au Burundi où des discours similaires font face à travers divers canaux officiels et non officiels. Le CAVIB appelle à une réaction immédiate et ferme des institutions internationales compétentes afin de prévenir toute nouvelle tragédie dans les Grands Lacs. Le CAVIB réaffirme son engagement à défendre les droits des victimes et à poursuivre en justice les auteurs d'incitation à la haine ethnique, quelles que soient leurs fonctions. C'était Félix Nyonguru, président du collectif des avocats pour la défense des victimes et des crimes et de droit international commis au Burundi, Kavi Bansi. Le parti Codebu invite les gouvernements du Burundi et du Rwanda de choisir la voie du dialogue au lieu de continuer à s'accuser mutuellement que chacun veut déstabiliser l'autre en collaboration avec certains groupes armés basés en République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse animé ce mercredi 7 janvier 2026, Stéphanie Lidi, président du parti Codebu, explique que la détérioration des relations diplomatiques entre ces deux pays observées depuis 2015 pourrait occasionner une guerre et des crimes de masse. Suivez Kefa Nihizi, président du parti Codebu, Ilagi Yandadai. Au niveau du parti Codebu, nous avons de vives préoccupations concernant la détérioration des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda, une détérioration qui prendrait racine dans le passé douloureux de ces deux pays, qui a été marqué par des crises ethniques, ce qui pousse chaque gouvernement à penser que l'autre manigance pour le déstabiliser. Cette crise a été beaucoup plus manifeste à partir de 2015 et la situation s'est beaucoup détériorée avec la crise en RDC où on constate que les deux pays seraient en combat dans ce pays et chacun accuse l'autre de collaborer avec les groupes qui cherchent à déstabiliser son pouvoir. Cela nous inquiète parce que elle pourrait occasionner une guerre ouverte entre nos deux pays, une guerre qui pourrait conduire à des crimes de masse, des crimes imprescriptibles parce que nos pays ont été beaucoup touchés par des violences de ce genre. C'est pour cette raison que, au niveau du parti Codebu, nous encourageons les deux pays à choisir la voie du dialogue parce que nous estimons qu'ils bénéficieraient beaucoup plus dans le dialogue que dans la guerre et c'est pour cette raison qu'il faut que ces deux pays se conviennent la cohabitation de leurs
gouvernement, malgré leur diversité, en négociant de façon honnête et sur ces allégations de collaboration avec des groupes qui tentent de déstabiliser les pouvoirs des pays et en mettant un mécanisme conjoint de vérification si ce qu'ils se sont convenus est en train d'être respecté. Le président du parti Codebu précise que le Burundi doit vider le contentieux lié au putsch manqué de 2015 pour bien tirer profit de ce dialogue. Il appelle ainsi la population de rester vigilante afin de ne pas tomber dans l'un ou l'autre piège. Suivez encore une fois le président du Codebu, Kefa Niwid. Nous pensons que pour le cas du Burundi, au regard de son histoire, au regard de la situation qui règne à l'intérieur du pays, mais aussi au regard de l'évolution de la guerre en RDC, le Burundi a beaucoup plus besoin de ce dialogue. Il devrait beaucoup s'y investir. Cependant, ce dialogue ne pourrait produire d'effet s'il ne gère pas la situation interne à renforcer la cohésion et pour empêcher ou pour amener même ceux qui pensent utiliser la violence pour exprimer les souhaits d'abandonner parce qu'ils verraient que leurs désirata ont été répondus. Mais aussi, le gouvernement doit vider le contentieux de 2015. Il est vrai que ceux qui ont tenté de mener un coup d'État de 2015 étaient contre la loi, mais aussi la Cour de l'EAC a montré que le troisième mandat qu'il combattait n'était pas constitutionnel et ne respectait pas les accords d'Arusha. Par voie de conséquence, il n'y a aucun groupe qui devrait sanctionner l'autre. Enfin, dans cette situation délicate, nous invitons la population de rester sereine, d'éviter tous les enseignements de haine basés sur les divisions diverses, mais aussi la population devrait être vigilante pour ne pas tomber dans divers pièges de détracteurs. C'était Kefa Niwizi, président du parti Codebu. C'est dans la place à l'émission Au cœur de la société. Dans l'édition de ce jour, nous revenons sur les récentes déclarations du ministre burundais des Affaires étrangères qui a accusé le Qatar d'utiliser son influence et son argent auprès des États-Unis pour dissuader ces derniers d'agir contre le Rwanda dans le cadre des négociations sur le conflit en République démocratique du Congo. Au cœur de la société vous est présenté par Eddie Claude Nininahas. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Aujourd'hui, au Burundi, une véritable polémique diplomatique s'écoule au pays. Le ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, est pointé du doigt pour des déclarations publiques jugées maladroites et potentiellement nuisibles aux relations avec des partenaires stratégiques comme le Qatar. Dans le magazine Au cœur de la société de ce mercredi 7 janvier 2026, nous allons revenir sur cette crise qui révèle également des tensions intenses au sein de la classe politique burundaise. Au cœur de la société vous est présenté par Eddie Claude Ninazwe. Bienvenue. ushiraho rishimye uribabarire wongere uryumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu. C'est un véritable scandale diplomatique qui s'écoule au Burundi et met en cause le ministre des Affaires étrangères Edouard Bizimana. Habitué à des sorties virulentes contre des pays voisins, notamment le Rwanda, le chef de la diplomatie burundaise a cette fois-ci élargi sa cible en s'attaquant publiquement au Qatar, pourtant acteur clé de la médiation régionale dans le conflit lié à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un tweet publié sur son compte X, le ministre Bizimana a accusé le Qatar d'entraver une éventuelle action américaine contre le Rwanda, rompant ainsi avec les usages diplomatiques et exposant le Burundi à une crise inutile avec un partenaire stratégique. Une prise d'opposition jugée grave, maladroite et non coordonnée qui a rapidement provoqué un recadrage public venu du sommet de l'État. Révérien Bazikamwe nous en dit plus. Tout part d'un message publié le 3 janvier 2026 sur le réseau social X. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, accuse ouvertement le Qatar d'user de son influence financière pour empêcher les États-Unis d'agir contre le Rwanda, accusé d'avancer et d'occuper de nouveaux territoires à l'est de la RDC. Une sortie directe, sans filtre diplomatique, qui tranche avec les usages et la réserve qu'impose normalement la fonction de chef de la diplomatie.
Pour de nombreux observateurs, cette publication ressemble davantage à une opinion personnelle qu'à une position officielle de l'État burundais. Quelques heures plus tard, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, intervient publiquement sur son propre compte X pour rectifier le tir et réaffirmer la ligne officielle du Burundi. Le chef de l'État insiste sur les bonnes relations entre Bujumbura et Doha, soulignant le rôle central du Qatar dans les efforts de médiation pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Il a déclaré qu'il est important de qualifier tout malentendu et toute déclaration erronée concernant la contribution du Qatar au développement et à la consolidation de la paix. Pour plus d'un, c'est un recadrage public rare qui met à lumière un manque de coordination au sommet de l'exécutif burundais sur les questions diplomatiques. Entre-temps, le tweet incriminé du ministre Edouard Bizimana est supprimé, mais le mal est fait. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées, dénonçant une communication qualifiée d'amateurisme diplomatique. Les réactions venant de l'extérieur n'ont pas tardé. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, ironise à son tour que le président du Burundi réprimande en direct sur les réseaux sociaux son propre ministre des Affaires étrangères. Du côté de Doha, la réaction est mesurée. Selon une source diplomatique qatari, le Qatar reste engagé dans les efforts régionaux de médiation pour la paix à l'est de la RDC et privilégie le dialogue et la coopération avec tous les partenaires, y compris le Burundi. Ce n'est pas la première fois que le ministre Edouard Bizimana se fait remarquer par des propos jugés peu diplomatiques, notamment à l'égard du Rwanda. En décembre 2025, il accusait déjà le président Kagame de mensonge dans un message très offensif publié sur les réseaux sociaux. Pour l'organisation FOCODE, Forum pour la conscience et le développement, l'une des erreurs que le régime de Ndayishimiye regrettera un jour, c'est d'avoir nommé Edouard Bizimana au poste de ministre chargé des Affaires étrangères. Pour Frédéric Banyumvugnyuvila, ancien vice-président du Burundi, ce qui a été publié par le ministre des Relations extérieures Edouard Bizimana est une conséquence du conflit entre Révérend Ndikurio, président du parti CNDD-FDD, et le président Ndayishimiye. Selon lui, ce conflit pousse certains ministres à faire des déclarations non mesurées afin de montrer aux tenants de la politique burundaise leur position. En diplomatie, on suit une ligne indiquée par le chef de l'État. Alors, la question qui se pose, est-ce que par rapport à cette guerre du Congo, le chef d'État burundais a donné une orientation suffisante aux militaires, aux ministres, aux députés? Non, je n'ai pas l'impression. Il s'agit d'une histoire qui a été discutée, négociée entre deux grands et peut-être entre eux, ils se sont entendus, ils ont informé peut-être les plus proches ou les plus importants. Peut-être que le ministre n'a pas été associé ou n'est pas peut-être de se préparer. Seulement ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque nous approchons des échéances électorales comme celle de 2027, il se pose un problème souvent où on voit que des ministres cherchent à se positionner en appuyant celui-là ou en appuyant celui-là selon qu'ils entendent des propos dans l'opinion. J'ai entendu le secrétaire général du parti s'exprimer et dans son expression, il cherche à être le président de la République. Il est très clair. Du côté du président Ndayishimiye, à l'entendre, il est en train de faire sa propagande auprès de la population, d'où certains propos incohérents qui visent à attirer l'attention des populations qui doivent élire en 2027. Je crois que c'est plutôt ça. Et cette situation s'observe au sein du gouvernement à propos de la question de la FOMI. Vous avez entendu la position du président qui dit que les cultivateurs sont multipliés à 100, ce qui est inconcevable. Vous avez appris les positions du responsable de la FOMI lui-même qui dit que les gens des finances ne comprennent pas ce qu'ils font
Vous avez aussi suivi les positions du ministre des Finances qui critique la mauvaise gestion de la FOMI, et vous avez aussi entendu les propos du secrétaire général du parti à propos de cette question, lui qui dit que voilà, cette question n'est pas du gouvernement. Donc autrement dit, c'est une histoire où il y a une confusion entre la taille de l'intervention de l'État et la taille de l'intervention du parti. L'analyste politique Jean-Marie Naimera, quant à lui, estime que les publications du ministre Edouard Bizimana relèvent de l'amateurisme politique. Selon Naimera, le Burundi a intérêt à se faire des amis parmi ses voisins plutôt que de chercher à raviver systématiquement les conflits. Depuis qu'il était ambassadeur du Burundi en Russie, et il était habitué à donner des discours qui critiquaient l'Occident idéologiquement orientés. Je pense que c'est ce genre de discours qui essaie de tenir un État ministre des Relations extérieures. Ce genre de discours ne colle pas avec la diplomatie. C'est qu'en diplomatie, on doit ménager nos partenaires, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est ça qu'il n'a pas peut-être encore compris. La deuxième chose, c'est qu'il y a un manque de doctrine politique claire, de doctrine et de politique régionale claire du Burundi. Depuis qu'il y a eu ce conflit en RDC, on voit que le Burundi a pris la partie de soutenir la RDC et de se fâcher avec le Rwanda. Normalement, c'est une politique qui n'est pas en adéquation avec les intérêts profonds du Burundi, du peuple burundais. C'est de vivre en paix avec tous les pays voisins, aussi bien avec le Rwanda qu'avec la RDC et tous les pays voisins. C'est ça vraiment qui correspond avec les intérêts des Burundais. Mais on voit que le gouvernement burundais a pris le parti pour la RDC et contre le Rwanda. Il y a ce genre d'amalgame où le ministre dit quelque chose que le président ne veut pas dire, ce qui veut dire que voilà, il n'y a pas de politique claire régionale sur ce que le pays doit faire ou dire sur les affaires régionales. Pour l'analyste politique Naimera, si un ministre commet de telles erreurs, il doit démissionner ou être limogé. Vous venez d'entendre comme moi que les déclarations du ministre Edouard Bizimana sont synonymes d'un manque de professionnalisme. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur l'émission Au cœur de la société présentée par Eddie Claude Nini Nahazwe et nous mettons fin à cette édition de la RPA parleur en langue française ce mercredi 7 janvier l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazwe. Passez d'agréables moments chez vous.